Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite présentation sur les Edomoji dans 1 minute. A tout de suite. Allez, c'est parti. On lance, on lance. Normalement, c'est bon. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour, bonsoir. Est-ce que je mets mon micro? Putain, j'ai cru que le micro était éteint. Normalement, c'est bon. Vous m'entendez? Et normalement, vous voyez pas bien mon écran, par contre. Là, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est l'apéro typo tardif. Design graphique du vendredi un peu tardif. J'espère que vous m'en voulez pas, 20h, mais on va tenir puisque je fais toujours ces points. Si vous me découvrez, bonjour, Kogei-san, je fais toujours ces points le vendredi sur un topo sur le design graphique et notamment la typographie. Parce que je suis un grand fan de typo et de caractères japonais. Et quand on aime l'art japonais, quand on s'y intéresse un peu, et ben, on se rend compte que les caractères typographiques, alors quand je parle de caractères typographiques, je parle vraiment de design de caractères, de lettres, on va en parler après, mais kanji, kana, sont des trucs qu'on retrouve partout, qu'on retrouve dans l'art, qu'on retrouve évidemment dans le manga, dans l'animé, partout. Donc aujourd'hui, je voulais faire un point un peu particulier, parce que d'habitude sur ces vendredis apéro-typo, puisque donc tous les vendredis, je fais un focus sur le design graphique, je fais très souvent une sélection, ou du moins une présentation live de comptes Instagram de typographes, type designers japonais ou coréens,
que je suis, puisqu'en fait j'ai un autre compte où je suis vraiment 100% focus dans le design graphique et illustration. Je vais juste changer la musique parce que... Oh non, normalement c'est bon. Bon, j'allais dire de bêtises, mais c'est bon, pardon. Donc, et là, je voulais faire un topo sur un type de caractère qui est vraiment particulier, qui est ce qu'on appelle les edomoji. Vous avez dû déjà voir, si vous aimez le Japon, si vous êtes allé au Japon déjà, c'est sûr que vous en avez déjà vu. Et donc, je voulais vous faire un petit topo là-dessus. Donc, il est 20h, 20h06. Vous inquiétez pas, je vous emmène pas sur 2 heures de conférence live sur les edomoji, mais au moins, allez, 20 minutes, une demi-heure. J'ai commencé un petit peu plus tard, parce que sinon je vais me faire taper dessus pour les apéros, quoi. Vendredi, il fait beau, vous êtes devant Twitch, donc je vais faire court, voilà. Mais ça vous empêche pas, avec modération, mais vous pouvez prendre un peu de saké ou de soju pendant que je vous parle de edomoji. Et évidemment, si vous tombez sur ce live, vous vous dites que vous avez autre chose à faire, vous inquiétez pas, je le mets toujours en replay, il est dispo sur Twitch, il est dispo aussi sur YouTube, voilà, vous inquiétez pas. Alors, les edomoji, pourquoi j'ai ma slide en bas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, on va rester comme ça. Voilà. Donc les edomoji, en fait, c'est... alors déjà, pour bien préciser, c'est les lettres de la période Edo. Je rappelle toujours, parce que j'en parle très souvent dans mes vidéos de cette période Edo, je vous redonne les dates, c'est 1603-1868. On est sur une période de paix, une grande période de paix, donc qui fait suite à l'ensemble des siècles passés où, pour faire simple, tous les clans de samouraïs sont tapés dessus. Je vous fais pas le topo d'histoire du Japon, c'est pas le but ici. Mais voilà, Edo, c'est la grande période de paix avant Meiji, l'empereur Meiji 1868. Edo, c'est Tokyo. C'était le Tokyo, hein, le nom de Tokyo à l'époque. Et donc, c'est une époque qui est marquée par, donc encore une fois, de la paix, la stabilité, comme je mets, politique, mais aussi le développement culturel. Moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, vu que je travaille dans l'art, dans les antiquités, évidemment. Edo, c'est une période clé, phare de l'art japonais. C'est là où les artisans ont pu, entre guillemets, s'éclater. Il y a eu beaucoup de créations artistiques dans tous les domaines, aussi bien dans le monde de l'estampe, dans le monde de la calligraphie, comme on va le voir, dans le monde du travail du métal ou du bois. Bref, cette grande période Edo, c'est vraiment une période phare dans l'histoire de l'art japonaise. Pendant cette période, puisque c'est le sujet du jour, la communication se faisait beaucoup par lettres, donc communication épistolaire, et qui a joué un rôle de plus en plus important dans cette société japonaise, qui, encore une fois, jusqu'à présent, était compliquée. Compliqué parce que tout le pays, pour faire simple, était quand même décomposé de différentes régions, avec chacun des clans. Bon, c'était très compliqué. Donc c'est vrai que cette période-là, elle est importante parce que finalement les gens ont commencé déjà, l'administration a pu se développer, une administration centralisée donc, à Tokyo, donc le Edo, et évidemment l'écrit, comme je mets ici, a joué vraiment un rôle important justement dans cette stabilité, comme dans toute culture d'ailleurs. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'écrit, il est très très important. Il est important parce que ça permet aussi de rassembler des gens de niveaux culturels différents, qu'on soit pauvre ou riche, qu'on ait été samouraï, qu'on soit quelqu'un qui travaille dans l'administration, qu'on soit quelqu'un qui tient un resto, on a toujours besoin de l'écrit à un moment donné. Et évidemment, on a besoin d'écrit pour communiquer. Il faut savoir, donc, encore une fois, que des personnes d'un point A ne communiquaient pas forcément avec des personnes d'un point B. Donc là, on revoit complètement la carte du Japon. Et c'est vrai que l'écrit dans l'histoire japonaise, c'est hyper intéressant. Parenthèse là-dessus, moi c'est un truc sur lequel j'ai vraiment envie de bosser. J'ai vraiment envie de travailler avec le design de caractère. Donc je suis en train de réfléchir de comment expliquer ça. Mais c'est passionnant parce qu'en fait on est vraiment à un moment un tournant dans cette histoire japonaise. Je m'étends un peu là-dessus, mais c'est pour bien comprendre aussi, en tout cas, l'intérêt de ces caractères japonais qu'on appelle les fameux edomoji, qui sont, comme je mets ici, à la frontière entre la calligraphie et l'écriture, qu'on va appeler plutôt l'écriture cursive. Et ça, c'est aussi important d'avoir en tête que
on a quand même le fond d'histoire, hein, du design de caractère, c'est quand même la calligraphie, évidemment. Je vais juste changer, donnez-moi juste 30 secondes, je change la musique, parce qu'à chaque fois, j'ai cette musique qui se met à lancer, et j'ai le fond d'écran, c'est du grand n'importe quoi. Je vais juste changer cette musique, parce qu'elle tourne, et elle a tendance à me saouler, on est d'accord, et je pense que ça saoule tout le monde, parce que dans le casque, je l'ai à fond. C'est pas grave. Voilà, petite parenthèse technique. Donc voilà, au niveau de l'écrit, gardez en tête que c'est calligraphie et écriture cursive. Donc, comme je disais, l'écriture à cette période-là, comme la calligraphie hein, d'ailleurs, occupait donc une place, les deux occupaient une place rentable dans cette société, parce que au-delà donc de ces échanges, donc on va dire épistolaires, c'était l'écrit, le mode, en tout cas ce mode d'écriture se retrouvait par exemple dans la transcription des sutras, donc plutôt l'aspect religion, dans l'art, donc je disais dans les estampes, hein, les signatures, les poèmes qu'on va retrouver dans les estampes, tous les documents administratifs, et on va le voir aussi de toutes les différentes échoppes, restaurants, théâtres, etc. On a l'écrit, on ne fait pas des panneaux publicitaires comme on a aujourd'hui, c'est l'écrit, et évidemment, qui dit écrit, dit une problématique de lisibilité, il faut que ce soit vu, il faut que ce soit vu de loin, il faut que ce soit compréhensible. L'enjeu en plus, comme vous le voyez peut-être sur cette image, c'est que le japonais, je rappelle qu'on a des kanji et des kana, donc les katakana. Je ne reviens pas sur l'histoire, mais bon, il faut comprendre que c'est à partir du Xe siècle à peu près qu'il y a les hiragana, donc plutôt l'alphabet syllabique. Oui, syllabique. Et donc, on a donc des caractères qui sont quand même plus complexes, qui sont ces fameux kanji. Je reviens pas sur l'histoire de l'écriture japonaise, mais vous voyez bien qu'à droite, il faut que vous soyez, si vous êtes au milieu de la rue, vous devez lire le panneau. Bon, il faut que ce soit quand même écrit assez gros. Donc, il y a aussi ça à garder en tête en termes de design et de tracé de caractères. On ne pouvait pas s'amuser à faire des petites lettres toutes fines. Sur un alphabet latin, ok. Sur du japonais et des gros kanji, bon voilà, il faut quand même gagner cette fameuse lisibilité. Donc c'est aussi ça, l'histoire de ces fameux Edo Moji. D'ailleurs, comme je le mets ici, c'est qu'on garde en tête que la calligraphie, c'était un art à part entière. Donc à l'époque, c'était normal d'apprécier déjà les lettres. Il y avait un certain attrait de la lettre, un amour de la lettre par le public japonais, quel qu'il soit. Et donc cette esthétique, moi je parle de l'esthétique de l'écrit, était important. Ça aussi, les lettres qui sont rédigées ont été faites en fonction d'un but précis, mais ont été aussi faites clairement pour, entre guillemets, charmer l'œil. Il faut que celui qui regarde les lettres, il faut que celui qui regarde les kanji, l'écrit, ça soit beau et on ait envie d'en savoir plus. Finalement, c'est du marketing avant l'heure. Hein. Finalement, c'est même, je dirais, c'est de la publicité. Plus vous avez un caractère qui est correctement écrit, ce qui va être d'ailleurs l'enjeu aujourd'hui, hein, quand on va faire du design de caractère, de typographie, on a envie d'exprimer quelque chose, donner un sens, donner envie aussi à certains moments. C'est tout l'enjeu de ces fameux Edomoji. J'ai fait une petite parenthèse en bas sur les styles écrits. Les styles écrits en japonais, il y en a 3. Il y a ce qu'on appelle le premier, c'est le kaisho. C'est un style d'écriture qui est standardisé, classique, par exemple les caractères d'imprimerie, quoi. C'est des tracés droits, les correspondances officielles, vous voyez, un peu le Arial de l'écrit. Vous avez le gyosho, c'est le style semi-cursif. J'aurais pu vous donner des exemples d'ailleurs. Vous regarderez par vous-même, un gyosho, c'est comme si vous écriviez au stylo ou au pinceau. Ça reste lisible, c'est fluide, c'est rapide, mais c'est lisible. En gros, c'est l'écriture en DS quand vous faisiez vos devoirs, parce que moi ça fait un moment, vous écrivez vite, vous écrivez une lettre, on va dire que c'est ce style gyosho. Et le sosho, c'est le style cursif, qui lui met l'accent sur la beauté, le mouvement des traits, mais c'est vraiment, j'écris hyper vite, quoi, beaucoup plus vite. C'est vraiment le cursif. Donc, il y a une petite nuance entre le style, ce qu'on va appeler semi-cursif et le cursif. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ça c'est plutôt un détail de ce qu'on appelle le lettering, vraiment le travail du lettrage. Mais on va dire qu'il y en a un qui va être plus... Il y a une notion un peu de rapidité et d'esthétique par rapport à l'autre. Bon, en tous les cas, on parle de style cursif quand c'est quelque chose qui a été écrit, tracé, du moins comme si ça avait été tracé ou tracé à la main. Je dis comme parce qu'aujourd'hui, là maintenant en 2023, on a des designers de caractère qui vont faire croire
que c'est cursif, que c'est tracé à la main, sauf qu'en fait tout a été tracé en vectoriel par exemple pour de la pub ou autre, donc ce qu'on appelle les fontes que vous utilisez par exemple sur votre clavier ou sur Insta ou autre sont des choses qui sont numériques et pourtant ça n'a pas été tracé, le trait, le pinceau il n'a pas été tracé, vous voyez ce que je veux dire. Petite parenthèse par rapport à ce que vous pouvez voir, on a l'impression que c'est du cursif écrit à la main alors qu'en fait c'est du numérique. Bon, je ferme ma parenthèse et je mets ça de côté. Les Edomoji, donc ils étaient rédigés. Alors, Edo, on n'était pas sur du numérique, c'était évidemment rédigé à la main, avec une vraie attention portée aux détails, avec un style qui a été marqué, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça qu'on va parler d'Edomoji qui se reconnaissent, mais parmi tous les caractères de la Terre, parce qu'on appelle un empattement, c'est-à-dire le tracé, il est épais. Mais qui dit épais dit pas forcément manque de lisibilité. C'est pas parce que c'est épais que vous voyez rien, que vous comprenez pas le caractère. Je le répète, on a quand même un enjeu clé dans la typographie qui est le design de caractère, qui est la lisibilité. D'autant plus que ici, on parle notamment principalement, je dis pas de kanji, de caractères, voilà, d'idéogrammes. Donc si vous plantez, vous faites un trait, c'est pas lisible, il peut y avoir quand même, on peut donner tout un autre sens. Donc ça aussi, faut imaginer à l'époque. Je vous ai mis ici les styles des Edomoji. Comme ça, vous pourrez sortir les infos en apéro, en faisant chin-chin avec votre saké. Vous en avez ici déjà 4. Vous avez le premier qui est le Chochin Moji. Chochin, qui sont en fait les Chochin. Vous êtes allé au Japon. Normalement, j'ai une image après, si je ne dis pas de bêtises, qui sont les lanternes, les fameuses lanternes. Voilà, tac, les lanternes. Donc le Chochin. Bon, vous avez donc les Chochin Moji qui sont les types de caractères qui ont un certain empattement, qui sont très lisibles, mais qui ont été notamment faits. Il n'y a pas de bidouille à côté, c'est clair, net, c'est tracé à la main, comme si vous preniez un marqueur par exemple, bon, en l'occurrence au pinceau, et c'était fait pour ces fameuses lanternes. Un autre style qui est aussi là très marqué pinceau, c'est le Hikemoji, comme vous pouvez voir à droite, où ce style pinceau il est très marqué, notamment sur les embouches, ouais, vous voyez mon curseur, aussi bien les pattes, les pattes des différents caractères, les débuts et les fins de caractères sont marqués par ces petits effets de transparence, mais qui sont finalement naturels quand vous prenez un pinceau. Imaginez que vous tracez le caractère au pinceau, ça va avoir ce rendu-là. Ça aura en tout cas plus ce rendu-là que sur le Chochin Moji. Donc ça, le Hikemoji, c'est aussi quelque chose que vous allez retrouver un peu partout, sur les devantures de magasins, sur du print, des papiers, des petites affiches. Ça, vous allez le retrouver régulièrement. Je vous ai donné une petite précision ici aussi, ne pas trop rentrer dans le détail, mais il faut savoir qu'il y a une règle des 753, un peu comme sur les haïkus, qui sont en fait 753 lignes de poils distincteurs. Dans ce caractère-là, dans ce design de caractère, il faut qu'on puisse imaginer qu'il y ait des poils qui a été tracé. Donc à certains moments, ça n'avait pas forcément été confirmé, mais il est clair que certains designers de caractères à l'époque vont même le reprendre au petit pinceau pour histoire de reprendre, donner cet effet en fait de tracer de gros pinceaux. C'est aussi très intéressant. Le Hikemoji, c'est vraiment un caractère intéressant. Un qui sort complètement du lot, c'est le Kakuji, que vous voyez ici, qui a été utilisé, alors tracé, qui a été utilisé notamment pour fabriquer des seaux. Vous le revoyez d'ailleurs aujourd'hui beaucoup sur des estampes. On va avoir on a les signatures, mais on a dans certains cas ces kakuji ou dans des céramiques ou évidemment sur certaines publicités, vous avez ces grands caractères. Et puis un autre aussi qui est hyper intéressant, c'est le Kagomoji qui est en bas. Donc là, c'est toujours un style cursif, mais très carré. Parce que Kago c'est panier. Donc l'idée de ce truc, de ce type de caractère, plutôt que ce truc, c'est que ça tienne dans un carré. Vous imaginez les cases pour s'entraîner à faire la kanji, si vous faites du japonais, je pense qu'on est tous passés par là, essayer de s'entraîner à faire le kanji dans un carré d'un centimètre par un centimètre. Il faut imaginer que c'est ça. Kago, c'est le petit panier. Donc là, l'enjeu, c'est de gagner de la lisibilité, d'être assez fat, très lisible, dans un minimum de place. Donc ça, c'est le Kagomoji. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous raconte.
Vous en avez deux autres, et là je dirais que c'est le moi je finis par cela, en termes de style, qui sont vraiment les plus connus. En tout cas, si vous êtes allé au Japon, si vous avez forcément été à un moment donné en contact avec ce genre de type de caractère. Le premier style, c'est le Kantaryu. Kantaryu, en fait, ce sont des types d'edomoji qui ont été utilisés pour le théâtre. Donc théâtre, je rappelle qu'il y en a plusieurs, bon. Mais on a notamment le kabuki et le rakugo, qui sont des types de théâtre qui sont présentés d'ailleurs encore aujourd'hui. Ça, petite parenthèse, je pense faire un live exprès pour vous expliquer les différences de théâtre, parce que bon, l'idée c'est aussi de parler d'art, donc pour moi le théâtre, en tout cas le théâtre japonais, no, kabuki, rakugo, évidemment ça fait part entière de la culture japonaise. Et peut-être, bon, je verrai comment je le traite, mais peut-être aussi parler des masques évidemment du théâtre. Bon, en tout cas, pour justement parler de ces spectacles, vous aviez des publicités, évidemment des programmes comme on a encore aujourd'hui, et on avait un style particulier qui est unique, bien unique en son genre, qu'on retrouve nulle part, qui est ce fameux style Kantaryu, comme vous pouvez voir à droite, ici, et qui a été en fait inventé, alors c'est toujours très difficile dans les domoji d'ailleurs, pour retrouver qui a été le premier fondateur, qui a écrit le premier caractère. Bref. Donc ça c'est compliqué, en tout cas pour celui-là, pour le Kantaryu. On sait que ça a été fait par un calligraphe qui lui était même prof de calligraphie au 18e, qui s'appelle Okazakiya Kanroku, dont le petit nom était Kantei, et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Kantaryu. On a aussi, je vous ai mis un exemple au milieu, une variante de ce Kantaryu qui a été après, donc mi-Edo, utilisé notamment pour les spectacles de sumo, et on va l'appeler sumo mochi, qui sont donc une variante de ce Kantaryu, un petit peu plus fat, et notamment je vais vous montrer après une image où vous le voyez bien, qui va permettre de faire des nuances justement entre le grand titre de ce, on va dire, spectacle, hein, ça reste quand même un spectacle de cette rencontre sumo, et puis les autres variantes, notamment les noms des sumotori, etc. Donc ça je vais vous montrer aussi après. On a aussi un autre style, et c'est le dernier de ces 6 styles, de ces 6 grands styles. Il y a le Yosemoji. Alors lui, le Yosemoji, pareil, vous avez dû déjà le retrouver, notamment sur des affiches, des petits dépliants, même encore aujourd'hui, hein, c'est utilisé pour avoir ce côté un petit peu traditionnel, le petit côté ancien dans les publications. Et bon, si je peux vous donner aussi une spécificité, c'est clairement là, on veut toujours, encore une fois, faire croire que ça a été fait au pinceau. En l'occurrence, à l'époque, ça a été fait au pinceau. Mais ce style-là, il est bien noir, il est bien black, parce que ça nécessite plusieurs coups de pinceau pour le faire. Une autre spécificité, par rapport aux autres, vous pouvez le différencier notamment par le fait qu'il est un petit peu plus haut, notamment ces 3 unités de large, 4 de haut. Donc on va dire qu'il est plutôt rectangulaire. Comme vous imaginez, à la différence de l'autre style dont je vous parlais avant, qui est ici le Kagomoji, qui lui est carré, on va dire 1 par 1. Là, on est plutôt 3, 4, c'est-à-dire que vous êtes plutôt sur quelque chose de vertical, qui est un autre style. Mais en typographie, cette nuance est importante, puisque ça donne tout un autre caractère, on va dire, à l'écrit. Vous le voyez d'ailleurs aujourd'hui encore, hein, quand vous allez choisir, par exemple, je sais pas, dans Word ou dans Doc, Google Doc, vous allez choisir à certains moments des typos différentes en fonction de ce que vous avez envie de raconter. Est-ce que c'est du titre? Est-ce que vous cherchez à avoir des caractères plutôt étroits et hauts, ou des choses plutôt équilibrées dans la longueur, ou est-ce que vous voulez quelque chose avec notamment de l'empattement, donc très large, très fat? Voilà, c'est tout le jeu des caractères. Donc voilà, au niveau de ces 6 styles d'edomoji, et je suis persuadé encore une fois que vous êtes déjà tombé dessus, si vous êtes déjà allé au Japon, ou notamment, encore une fois, hein, dans le cinéma, l'animé, on en a partout. C'est encore, je le dis, hein, parce que ça date d'Edo, mais c'est encore en usage clairement aujourd'hui. Donc je vous ai remis ici la lanterne, comme ça vous pouvez voir aussi le rendu de ces fameux edomoji. Vous avez un théâtre qui est ici. Et
Moi, ce qui m'intéresse aussi, bon là, j'ai pas fait trop de topo là-dessus parce que j'en parle encore une fois tous les vendredis de typo plutôt contemporaine et j'en parlerai, je ferai un focus là-dessus sur l'usage de ces emojis aujourd'hui dans la création contemporaine. Mais faut comprendre que les emojis, ils font partie de la culture japonaise à part entière. C'est quelque chose qui, encore une fois, qui est à la limite entre calligraphie et écrit, qui a inspiré, je passe un peu de son parce que moi j'en ai plein les oreilles, qui a inspiré de nombreux artistes, de type designers, d'illustrateurs. C'est quelque chose qui, quand on veut donner un style japonais, même aujourd'hui, des illustrateurs qui ne sont pas japonais, qui vont faire des choses hyper sympas, je n'en citerai pas, mais j'en ai plusieurs en tête, on va avoir tendance à aller taper dans les emojis plutôt que prendre une fonte, un type de caractère plutôt moderne, comme ce que je peux montrer vendredi. On va se dire, tiens, je vais donner un petit côté un peu tradi, ancien, en utilisant des caractères à fort empattement, et donc ces fameux edomoji. Mais on a aussi un détournement de ces caractères pour en faire des choses beaucoup plus graphiques, comme vous voyez ici, avec notamment, moi il y a un style plutôt graphe, ce qu'on appelle le style bubble ou flop en graffiti, où on voit le caractère qui a été complètement décomposé, on lui rend... On part de l'edomoji, mais on rend moderne avec cet effet bulle, quoi. Donc je trouve que ça c'est hyper sympa, et donc je vais essayer d'en sourcer d'autres, d'en identifier d'autres, et peut-être que vendredi prochain je vous présenterai justement des variantes contemporaines ou l'usage contemporain de ces edomoji, si ça vous tente. Évidemment là-dessus j'en profite, si vous avez des sources, des idées, vous en avez vu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, vous me contactez, vous me dites tiens j'ai trouvé ça, voilà, moi, ça me permettra de me faire une base en plus si je fais mon fameux travail de recherche là-dessus. Mais c'est surtout pour vous le présenter. Aujourd'hui, les edomoji, comme je le mets ici, ils sont encore étudiés. Évidemment par les acteurs du ce qu'on appelle le type design. Je vais parler d'ailleurs d'une personne que je trouve qui fait un super boulot dans les slides d'après, qui s'appelle Émilie Rigaud. Et puis c'est un style qui a influencé aussi d'autres aspects de la culture japonaise. C'est-à-dire que ce design de caractère très marqué, il va influencer, j'ai un bouquin là-dessus, d'ailleurs ça je vous en parlerai, sur la forme même de la mise en page. Voilà, on s'adapte. Vous allez voir que, comme je le mets ici, notamment, c'est ma slide d'après, je reviendrai sur celle-là, voilà, une présentation, les sumomoji, forcément il y a un style de présentation. Le caractère en lui-même, il doit être représenté, donc il est représenté dans quelque chose qui, dans un cadre, et donc cette composition, elle se retrouve aussi dans la création contemporaine. C'est ça ce qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que là on dépasse le caractère, on rentre dans une problématique plutôt de composition graphique. Comme je disais tout à l'heure, au niveau de ces edomoji, vous voyez là par exemple, là c'est pour un show de sumo, vous avez différents types de caractères en fonction de l'importance qu'on va vouloir donner au sumotori, aux différents combats qui vont avoir lieu, et vous avez aussi bien des caractères beaucoup plus graphiques, à empattement très fat, très gras, et puis d'autres qui sont beaucoup plus légers. Sans rentrer dans le détail, vous voyez qu'on a différents styles ici d'edomoji. Ce qui est assez intéressant, c'est différents rendus plutôt, pour répondre à un besoin qui est celui de faire une sorte d'affiche. Voilà. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ces edomoji, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment avoir plusieurs caractères, plusieurs formes, pour exprimer encore une fois des choses différentes. Je vous ai mis ici les Chojinmoji que vous trouvez si vous allez au Japon, vous en avez vu. Et puis les fameux kakuji que vous avez montré tout à l'heure, qui sont ça que vous retrouvez par exemple aujourd'hui quand vous voulez apprendre des kanji. Souvent on a ces gros caractères bien carrés, bien limite c'est du pixel, limite c'est du pixel art. Ça aussi utilisé aujourd'hui. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'ils ont vraiment plusieurs facettes. On peut imaginer que c'est toujours la même chose, et en fait pas du tout. Si on rentre dans le détail, si on regarde en détail même, vous en avez certains. Je vous ai mis un exemple ici, donc tout ça c'était tiré du site d'Émilie Rigaud, qui est une typographe, chercheuse et notamment spécialiste des caractères japonais.
qui est un site, je vous ai mis le lien, vous le voyez ici, Ice for Fonts, qui a travaillé avec Villa Kujuyama, bon, bref, et qui a fait des focus sur justement la calligraphie japonaise. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que vous voyez au pinceau, le rendu il n'est pas le même si vous avez un pinceau qui est plus ou moins large en fonction de ce que vous avez envie d'écrire, notamment voilà, une personne à droite là, qui fait justement le panneau que je vous ai montré juste avant. Le tracé, la position de la main est totalement différente en fonction du style qu'on va vouloir donner. Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit plus esthétique, plus agressif, plus, je dirais plus, je ne vais pas dire beau, mais plus charmeur dans la manière de tracer, façon comme les Crantaliu, où on va avoir plutôt des motifs qui vont un petit peu être tournés et moins être brut, direct. Bref, tout ça, c'est des jeux de typographie. En tout cas, s'il y a un élément qui se retrouve dans tous ces fameux Edomoji, c'est ce fameux trait large. Mais voilà, c'est vraiment un sujet passionnant. Oui, je vous fais un petit topo d'une demi-heure. Comme ça, vous avez le temps d'attaquer votre apéro, dîner, 20h30, très bien. Mais on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin, on pourrait rentrer dans le détail justement sur les affiches avec les domoji, sur les restaurants, les devantures de restaurants. Donc voilà. Bon, moi, c'est quelque chose de toute façon que je prévois quand je vais retourner au Japon, de prendre aussi des devantures en photo, même si on a déjà beaucoup qui l'ont fait, mais essayer de classer un peu les choses, d'essayer de montrer aussi aujourd'hui, hein, clairement, l'usage de ces edomoji et comment ils vont se compléter avec des lettres, des dizaines de caractères plutôt contemporains. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit topo sur les edomoji, les caractères typographiques de la période Edo, mais pas que. Semaine prochaine, je pense que je vais aller un petit peu plus loin en vous montrant des réalisations contemporaines, une sélection. Attention, ça va dépendre de ce que j'arrive à trouver. Si j'ai pas beaucoup de matière, ça va être un peu compliqué, mais j'y crois. Vous montrer voilà, des créations contemporaines avec ces fameux edomoji. Si je pense que franchement je vais arriver à trouver des choses. Et puis sinon, je vous parlerai de toute façon d'un autre sujet, parce que de toute façon, le vendredi, c'est typographie, art graphique, et on aura de quoi raconter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pas de live samedi, dimanche. Peut-être live Diablo, parce que à côté quand même, hein, je fais quand même un peu de jeu à côté de Chronicles, et forcément, avec Diablo, on peut pas passer à côté. Donc un petit peu de Diablo 4, qui a juste rien à voir avec ce que je raconte là, mais encore que, il y aura peut-être une map avec un style un peu japonisant et des fameux edomoji. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, bon week-end pour ceux qui ne me reverront pas, pour ceux qui me voient, pour ceux qui ont envie de m'envoyer des messages, vous passez en MP sur Twitch, TikTok, Twitter, YouTube. Je suis dispo en commentaire avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous dis bonne soirée. Ciao.